Ah, elle est belle celle-là, je peux. Et salut à tous les petits shredders, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui me fait très plaisir parce que je vais pouvoir interviewer un luthier, mon luthier, qui est à Arras, c'est Thibaut. C'est un maître en artisanat, en fabrication de guitares, en réglage et tout ce que vous voulez sur les guitares et les basses et en musique aussi. Et du coup je suis très content de faire cette vidéo aujourd'hui. Salut Thibaut, comment tu vas? Salut Flo, trop d'honneur tu me fais. C'est un plaisir. Bah voilà, tu l'as dit, Thibaut. Luthier, artisan luthier, facteur de guitare. Facteur de guitare, voilà. Très bien, super. Pour rappeler un petit peu le concept, c'est des petites vidéos, des courtes vidéos de 10 minutes à peu près, où j'interviewe des passionnés de musique, de guitare, dans le secteur de la musique en tout cas. Et là, ça me semblait important. Donc on l'avait déjà fait avec Nico de Arpège, qui est juste à côté. Qui est un collègue. Qui est un collègue, voilà, qui est un de tes collègues directs. Et ça me semblait très important de le faire avec toi pour montrer aux gens et expliquer un petit peu ce que c'est la lutherie et puis pour leur montrer un petit peu ce que c'est quoi. Let's go. Thibaut, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ton métier de luthier et puis voilà, nous en dire un peu plus sur toi? Eh bien écoute, mon métier de luthier, c'est ma vie, c'est ma passion, et donc moi je fais de la facture instrumentale, c'est le terme exact qu'on devrait employer. Le luthier c'est un peu un terme générique. Moi je fais de la facture instrumentale en guitare, et mon métier consiste à la fois à fabriquer des instruments sur mesure pour les musiciens, donc vraiment spécialisé pour mon cas en guitare, basse, acoustique, cordes nylon et acier, mais aussi tout ce qui va être réglage et réparation. Donc là, sur tout type d'instrument cordes pincées, donc ça va guitare, basse, acoustique, mais ça va jusqu'à la mandoline, banjoline... Violon aussi peut-être? Non, les violons, c'est une autre famille. D'accord, ok, tu vois, le quatuor. Et en fait, j'aime beaucoup à chaque fois faire des comparaisons. On est un peu en fait comme des médecins. D'accord. C'est t'as l'ORL, t'as le podologue, et là c'est pareil en lutherie en fait. C'est t'as les vents, t'as les luthiers cordes pincées, t'as le quatuor, et on a tous nos spécialités. Ok, trop bien. Voilà, c'est vraiment les grandes lignes, quoi. Et en réparation-réglage, là, c'est vraiment, tu peux venir avec ton instrument, peu importe la marque. Souvent, on me demande, mais est-ce que tu prends cette marque-là, tu peux venir avec ce que tu veux. Voilà. Et du coup, comment t'es arrivé du coup à devenir luthier? Est-ce que depuis tout jeune, c'était, tu savais que tu voulais faire ça et t'étais un gratteux et tu as commencé à bidouiller tes grattes et tout? C'est exactement ça. Ah, mais je suis... j'ai eu une révélation. Non, à l'époque du collège, fin des années 90, je me suis mis à la basse parce que, voilà, comme tous les jeunes au collège, on veut monter notre groupe. Tout le monde veut être chanteur ou guitariste. Donc, voilà, il faut bien qu'il y ait des bassistes et des batteurs. Donc je me suis collé à la basse, instrument que j'ai tout de suite aimé et que j'aime toujours. Je suis toujours bassiste, plus que guitariste. Et en fait, très vite, mais alors ça m'est venu, je saurais même pas te dire comment. Très vite, je me suis retrouvé dans le garage de chez mes parents à démonter la basse, à démonter la guitare, à refaire des peintures, à refaire de l'électronique. En partant de rien, du coup, comme ça. Sur mes instruments, tu vois, vous savez quoi. Plus, vraiment, mais ça m'est vraiment venu comme ça. Et parce que c'était une époque où Internet, c'était pas encore autant répandu qu'aujourd'hui, quoi. Et un matin, j'étais en troisième. Et je me suis dit, mais fabriquer des guitares, est-ce que c'est un métier? Parce que je n'avais pas connaissance de la lutherie, en fait, je connaissais pas du tout. Et on s'est renseigné avec mes parents, et effectivement, oui, luthier est un métier, ça existe, et il y a des formations pour ça. Et de fil en aiguille, on s'est renseigné. J'étais un peu jeune, je sortais de troisième, j'avais 14 ans. Et donc, les deux écoles de lutherie en France m'ont réorienté vers de l'ébénisterie. D'accord, ok. Alors, à 14 ans, j'ai pas vraiment compris, moi qui voulais fabriquer des guitares, pourquoi on m'envoyait fabriquer des meubles. Sur le coup, j'ai pas compris. En réalité, c'est un passage qui, moi, me semble presque obligatoire, parce que la lutherie, en fait, tu fabriques des instruments avec du bois, et donc le passage par l'ébénisterie était super intéressant, parce qu'en fait, tu vois tout de suite si tu vas être à l'aise dans un atelier, si tu vas aimer travailler dans un atelier, et moi j'ai kiffé ça, quoi. Donc j'ai fait de l'ébénisterie, et à 16 ans, j'ai intégré la première école de lutherie,
Ok. Et donc ça, c'était pour le coup en 2003, 2004. D'accord. Voilà. Et c'est où cette école? Parce que peut-être ça peut intéresser des... Alors les deux principales écoles, t'en as une à Bédarieux. Alors Bédarieux, c'était connu à l'époque, c'est entre Béziers et Montpellier. Okay. Et pourquoi quand t'es guitariste, tu connais Bédarieux, c'était la ville où il y avait Lag, l'usine Lag, une marque française. Depuis, c'est plus là, ça a été racheté. Il n'y a plus de fabrication de Lag à Bédarieux. Mais donc voilà, tu as la première école qui était là-bas, qui est un lycée traditionnel en fait, professionnel, où tu avais une case pour la lutherie guitare. Donc j'ai commencé par cette école-là en formation continue, parce que pour le coup l'école était gratuite. Et j'ai trouvé un luthier chez qui j'ai travaillé, LKV Guitare, Laurent Cavé, à Marseille, chez qui j'ai commencé par faire mes stages. Et très vite, en fait, la question de l'apprentissage s'est posée. Et à partir de là, j'ai basculé pour faire un brevet des métiers d'art en facture instrumentale à la deuxième école qui se trouve à Le Mans. D'accord. C'est l'ITEM, l'Institut technologique européen des métiers de la musique, où tu as de la facture instrumentale guitare, accordéon, tu as les accordeurs de piano, parce que hélas, on fabrique plus de piano chez nous en France. D'accord, la dernière usine, c'était Pleyel, du côté de Paris, et ça a fermé il y a moins une quinzaine d'années, je crois. Tu as une formation d'ingé son, enfin voilà, c'est vraiment l'ITEM, c'est vraiment en fait un pôle des métiers de la musique. Et donc j'ai fait cette école-là en apprentissage entre Le Mans et Marseille. Voilà. Et après, j'ai travaillé un petit peu gratuitement pour le luthier, parce que financièrement, c'était compliqué. Mais moi, je voulais apprendre. Et puis, j'ai fini par venir m'installer à Arras, voler de mes propres ailes, ça fait 13 ans maintenant. C'était en 2012. Super. Février 2012. Voilà. Super. Bon c'est excellent, un beau parcours en tout cas parce que... Jusqu'à maintenant, c'est pas mal. Hein. C'est super chouette, j'ai surtout eu de la chance de croiser à chaque fois des personnes merveilleuses. Tous les luthiers que j'ai eu la chance de croiser qui m'ont appris mon métier sont vraiment des mecs formidables. Et moi je suis vraiment, j'aime l'artisanat. Donc c'est travailler avec mes mains, j'ai des machines, moins je les utilise, mieux je me porte. Et moi ce qui me plaît c'est de façonner mes bouts de bois avec mes ciseaux, mes gouges, mes maillets. Et j'ai eu cette chance-là de travailler avec des maîtres luthiers qui nous ont donné le goût, l'envie et le savoir-faire de travailler avec des outils à main plus qu'avec des machines, des gabarits. Ça me parle un peu moins. Voilà. Depuis que tu étais jeune, tu avais ce rêve-là de fabriquer des guitares en tout cas. Donc je pense que s'il y a des jeunes qui nous regardent, c'est vraiment... T'as un peu un exemple, lâchez rien, c'est pas la voie la plus facile, la plus évidente, mais si tu as envie de le faire, fonce. Lâche rien, fais-le à 100% et ça tourne. Donc on va rentrer dans une partie qui peut être hyper intéressante donc pour les guitaristes qui sont un peu moins au fait de la lutherie. C'est quoi l'erreur que tu vois fréquemment d'un guitariste qui vient, ou d'un bassiste même, qui rentre dans ta boutique qui te dit, il donne son instrument, et est-ce que tu as une erreur qui revient en particulier, quelque chose qu'ils font pas bien Tous les musiciens que je vois venir là, en fait, je trouve que d'un côté, ils entretiennent pas assez leur instrument, sur le changement de cordes, ce genre de petits trucs, mais ils vont être vachement, tu vois, ils vont faire une rayure, ils vont être très embêtés. Alors pour moi, tu vois, c'est un peu l'inverse en fait. Mais vas-y, rentre-lui dedans, c'est fait pour. Le vernis, il est là pour protéger ton bois, tu sais. Donc vas-y, raye-le. Mais à côté de ça, par contre, pense de temps en temps à changer tes cordes, à nettoyer ta touche, à la nourrir, à nettoyer un petit peu tes vernis, à resserrer les pièces d'accastillage qui, quoi qu'il arrive, dès l'instant où tu vas jouer ton instrument, le faire rentrer en vibration, ça va se desserrer. Et donc pour moi, les principales erreurs, c'est ça, c'est que les gens en fait prennent leur instrument pour une œuvre d'art, alors que non, en fait, c'est l'outil qui te sert en fait à faire ton art. Et pour moi, c'est peut-être ça la principale erreur. C'est la vision qu'ont les musiciens vis-à-vis de leur instrument, qui pour moi, en fait, ils le voient pas assez comme un outil. Et j'essaye de mettre ça en avant. Après, il y a peut-être aussi un manque de connaissance de peut-être des nouveaux guitaristes ou bassistes. Mais du coup, c'est hyper intéressant ce que Thibaut dit. N'hésitez pas. Vous venez d'acheter un instrument, et encore tout à l'heure, il y avait une dame et sa fille qui veut se mettre à la guitare, du coup, et elle a justement fait une très bonne chose, c'est franchir la porte d'un luthier, notamment Thibaut, et du coup, qui a pu donner des conseils qui sont essentiels, mais qu'on
on nous dit pas forcément quand on commence la guitare. En fait, il y a un gros manque de pédagogie, mais de la part à la fois des magasins, mais même nous des luthiers. J'ai quelqu'un que j'aime très fort qui m'a dit une phrase un jour, il l'a dit de façon un peu abrupte. La phrase c'était mais votre problème à vous, c'est que quand vous atteignez un certain niveau, vous devenez de vrais connards. Tu biperas, mais c'est brutal, mais en réalité, il a raison, en fait. C'est qu'effectivement, moi, ça fait 20 ans que je fais ça, et il y a des choses qui me paraissent mais tellement évidentes, que des fois, en fait, j'ai un petit débutant qui arrive et il me pose la question, bien sûr. Mais pourquoi il me dit ça, lui? Mais enfin, c'est comme ça. Mais en fait... oui, mais non. Lui, c'est exactement le cas, tu vois, de la maman et de sa fille qui sont rentrées là, où la maman me disait, j'y connais rien. Moi, je découvre, j'y connais rien, elle veut faire de la guitare électrique. Et donc, je pense que notre rôle aussi, justement, c'est ça, c'est d'avoir cette pédagogie, d'expliquer, et c'est pour ça que je dis toujours aux musiciens, et souvent les débutants osent pas franchir la porte des ateliers de lutherie, parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le niveau, mais moi je suis pas là pour juger de ton niveau, en fait. Bien sûr. Moi je suis là pour te donner un outil sur lequel tu vas être confortable, et qui va te permettre en fait d'apprendre, de jouer dans les meilleures conditions. Carrément. Et j'ai même envie de dire, c'est encore plus valable pour un débutant que pour un joueur confirmé. Tu files un truc un peu pourri à un guitariste confirmé, ça va l'embêter, mais il va sortir quelque chose. Un débutant, à l'inverse, il va penser que l'erreur vient de lui, que le problème vient de lui. Alors que non, en fait, c'est ton outil qui est pas bon, qui est pas adapté, qui est pas réglé, et qui t'empêche en fait de progresser. Mais n'hésitez pas à passer la porte pour poser des questions. C'est gratuit, ça prend que du temps, et il n'y a pas de souci. Moi, ça me fait plaisir de faire de la pédagogie, parce qu'en plus, derrière, ça permet une relation qui est beaucoup plus saine, une relation de confiance. Quand t'es perdu, que tu vas chez le luthier qui te dit ouais là t'as une planification, un refrétage, ouais là attends ton radu, t'as la personne alors ils sont gentils donc ils te disent pas qu'ils comprennent rien, donc mais en repartant ils ont le doute. Tiens, est-ce que Thibaut il m'a dit ça pour en fait me glisser un peu plus sur la facture ou... et ça moi j'aime pas cette relation là. Alors que si tu prends 20, 30, 40 minutes à expliquer, tiens, regarde, ton instrument, il fonctionne comme ça. Là, si je te fais ça, c'est parce que, regarde, si on fait ça, ça fonctionne pas. Après, la relation, elle est saine, on se comprend. C'est ça. Et on a le même langage après, au moins, ça permet de... Et j'ai souvent, tu vois, cette phrase qu'on me sort des gens qui viennent, et « Oh, Thibaut, t'es luthier, tu dois savoir super bien jouer de la guitare. » Alors, oui, tu sais que la plupart du temps, moi, quand j'ai vos guitares, il n'y a pas de cordes dessus. C'est ça, mais je joue pas avec. Et je suis quand même d'accord qu'en tant que luthier, c'est méga intéressant de jouer de la guitare pour comprendre le musicien, justement, parce que les musiciens, a besoin, ils vont te parler en termes de couleur, de timbre, de ressenti. On a des mots un peu particuliers. Moi, je vais te parler en shred, en hauteur de corde, machin et tout, et là, tout de suite, toi, donc, c'est super important de se comprendre. Et à l'inverse, je pense que le musicien doit aussi faire ce travail d'apprendre à comment fonctionne son instrument. Bien sûr. Pour que justement, tu vois, ce dialogue, cet échange, en fait, on parle vraiment le même langage et qu'on se comprenne. Sans que, moi, tu me dis, tiens, Thibaut, tu me fais un Do sus 4 augmenté 15e, moi, pardon, non, tu vas le faire, Flo, voilà. Mais j'ai compris de quoi tu me parlais, et moi, quand je te dis, tiens, Flo, là, je vais te faire un refrétage avec tel profil, nani, nana, tu vas pas le faire, leur refrétage, mais tu as compris pourquoi je te le proposais, pourquoi on allait le faire. Et ça, en fait, je pense que c'est vraiment la base, c'est super important. Et c'est ça qui m'a plu, du coup, parce que quand je suis rentré ici, j'avais pas forcément non plus toutes les connaissances, j'avais des bases, etc. Mais je suis arrivé, je t'ai filé ma gratte, tu as tout de suite pris ta réglette, paf, paf, tu me dis, là, regarde, t'as un petit décalage, tac, tac, ici. Et franchement, il y a des choses que je savais pas, tu m'as expliqué, j'ai fait... C'est génial, il me prend pas de haut, il m'explique tout de A à Z. Je repars, j'ai pris des compétences, j'ai tout compris, et en plus, il va me faire un réglage. Tu vas changer mes cordes, tu vas me retaper ma gratte et tout. Tu fais ça, c'est le prix d'un réglage. Le réglage complet, c'est 60 €. 60 €, c'est rien. Enfin, franchement, c'est trop bien. Sorti de là, j'avais un sourire jusqu'aux oreilles. Et voilà, puis... c'est les meilleurs compliments que je puisse entendre. Là, je me dis, écoute, c'est cool, je fais bien mon taf. C'est ce qui m'importe en fait. C'est quand les musiciens ressortent, se disent, tiens, j'ai l'impression d'avoir appris quelque chose sur mon instrument que j'avais pas saisi. Et en plus, quand je récupère mon instrument,
Ouais, il s'est passé quelque chose. Je sens qu'il s'est passé quelque chose, je me sens mieux. Et après, il faut jamais oublier qu'un bon réglage, c'est tu rends l'instrument au musicien, tout en lui expliquant, voilà, tu prends le temps de la jouer, t'hésites pas à repasser. Et ça, tu le dis à chaque fois. S'il faut peaufiner, voilà, le réglage n'est pas forcément fini. Quand tu viens la récupérer, que tu me paies, non, tu prends le temps de la jouer, c'est ton outil. Et si tu as besoin de peaufiner des hauteurs, que tu as des questions, tu repasses à l'atelier, c'est compris dans le réglage. Il ne faut surtout pas hésiter. Et ça, c'est vraiment très appréciable. Pour moi, c'est la base. C'est la base. Est-ce que tu aurais 3 conseils qui permettent de rallonger un petit peu la vie de la guitare? Oui. Alors, le principal conseil, il est marrant parce que c'est celui que je donne tout le temps en premier, c'est de jouer son instrument. Voilà. Un instrument, c'est fait pour être joué, pour vibrer, c'est pas fait pour être accroché au mur. Ah, elle est belle. Non. C'est ça. Non. Donc vraiment, la première chose pour que ton instrument dure, moi, mon avis, c'est joue-le, ton instrument. Ensuite, tu as la façon dont tu stockes ton instrument. J'ai beaucoup de musiciens qui viennent là et qui pensent à tort, en fait, que dans le fly ou dans la housse, elle est protégée, à la cave, c'est protégé, ça craint rien. Non, c'est catastrophique. Il suffit qu'en plus, tu aies joué avant, que tu aies transpiré, tu la fous dans le fly. Enfin voilà, ça macère, c'est une catastrophe. Donc le top, c'est de les laisser à l'air libre pour que ça prenne l'air, c'est vivant, c'est du bois, que l'air circule. Moi, mon avis personnel, c'est accrocher au mur en long. Parce qu'on a la gravité. Et donc, tu as tout le poids de ton instrument qui va être tiré vers le bas. C'est accroché par la tête. Et donc moi, j'ai la réflexion de me dire que, contrairement sur un pied, où souvent en plus ça va être au niveau du manche, que tu vas avoir le poids de l'instrument, je pense qu'en termes de stabilité, je pense que c'est meilleur accroché par la tête avec la gravité. L'air circule autour. Je pense que c'est vraiment les meilleures façons de les stocker dans des endroits, voilà, faut pas que ce soit humide, pas sous un Velux, pas à côté de la cheminée, du radiateur, voilà. Faut une pièce quand même assez saine. T'as ça, et alors, l'intérêt de cette deuxième chose, c'est que quand tu as envie de jouer, ton instrument, il est à portée de main. Le truc de la guitare dans le fly sous le machin, ah tiens, j'ai envie de faire de la guitare, alors attends, faut que je monte au grenier, faut que je chope le fly, que je sorte le fly, que je sorte la guitare, que je branche tout. C'est fini en fait, c'est fini, il joue pas. Alors que quand elle est accrochée au mur, tiens, j'ai envie de jouer, bam, je la décroche, tu joues. Donc en plus, ça a cet avantage-là. Et ensuite, la troisième chose, pour vraiment que ton instrument dure, c'est 2 que je mixe en un en fait. C'est là où pour moi, le musicien doit apprendre à faire son petit entretien tout seul. C'est-à-dire que je pense que en termes de réglage, c'est très compliqué d'expliquer à un musicien, tiens, tu peux faire ces réglages-là toi-même. Je trouve ça compliqué, c'est un peu compliqué parce qu'en réalité, le réglage d'un instrument, d'une guitare, c'est lié à la tension que tu appliques dessus. La tension, elle est appliquée avec ton tirant de corde, ton accordage. Et donc, en fait, c'est des points qui vont se suivre les uns derrière les autres. Donc, c'est compliqué de dire, oui, tiens, tu peux faire ça, parce qu'en fait, tu vas pouvoir régler la courbure du manche, mais c'est pas pour autant que la guitare sera jouable. Bien sûr. Donc ça, c'est délicat. En revanche, ce que peuvent faire tous les guitaristes, et ça, c'est le troisième point qui est important, c'est changer leurs cordes un peu plus régulièrement. Et donc déjà, ça va te permettre de conserver le son réel de ton instrument, de ne pas avoir un son complètement mat, un peu cartonneux, de conserver la justesse, parce qu'on a des instruments avec des frettes, et donc dès que l'oscillation de ta corde n'est plus bonne, ta note elle est plus bonne, et c'est tout, c'est comme ça, c'est faux. Et surtout, changer tes cordes, tu as accès à la touche que tu vas pouvoir nettoyer, que tu vas pouvoir nourrir. Tu vas pouvoir resserrer tout ce qui est accastillage et resserrer des mécaniques, resserrer ton jack. Tout ça, ça va faire que tes pièces vont durer moins longtemps. Il ne va pas y avoir de jeu, ça ne va pas se casser. Nourrir ta touche, ça va éviter à ton bout de bois de s'imprégner d'humidité ou à l'inverse de sécher. En tout cas, voilà, ça va finir, ton manche il va vriller. Et si tu fais ces 3 points-là, que tu joues ton instrument, que tu le stockes bien et que de temps en temps, moi, mon avis, c'est que pour quelqu'un qui joue pour le fun, tu changes 4 fois tes cordes dans l'année. Tu le fais à chaque changement de saison. Pourquoi les saisons? Parce qu'en fonction d'où tu vas être dans le monde, tu vas voir que tes instruments vont pas réagir de la même façon. Quand tu es sur la côte, par exemple, avec la mer, tu as l'air qui est iodé.
qui peut poser des problèmes, ne serait-ce que sur les vernis, ce genre de choses. Moi, j'ai travaillé une dizaine d'années à Marseille. T'as un microclimat toute l'année, ça se passe bien, les instruments, on n'est pas trop embêtés. Depuis que je suis arrivé à Arras, septembre-octobre, c'est un truc de ouf. T'as un taux d'hygrométrie qui monte en flèche dans la région. Et moi, j'ai une basse qui a 20 piges. Tous les ans, depuis que je suis dans le Nord, en septembre-octobre, le manche, il fait le yo-yo. Faut la régler, quoi. Et donc, voilà. Et donc, changer tes cordes comme ça 4 fois dans l'année, bah, ça te permet de faire ce petit entretien. Et ça va vraiment, ton instrument va te remercier sur le long terme. Et en réalité, allez, t'es quoi, j'en glisse un quatrième. On a une langue qui est belle et avec des mots qui ont du sens. Si tu veux que ton instrument il se stabilise, il faut que tu sois stable avec lui. Et donc, une guitare, tu peux jouer la musique que tu veux avec. En fait, on va prendre l'exemple d'un truc que tout le monde va connaître. Tu prends une Stratocaster. Si tu as envie de monter un groupe de bossa nova, bah, écoute, fais de la bossa avec ta Strat. Si tu as envie de faire du black metal, fais du black metal. Avec ta... Mais tu types ta guitare pour la musique que tu vas jouer. Bien sûr. Et tu la stabilises. Voilà. Si ma Strat, je la joue en 10-46, en mi la ré sol si mi, et bah tu la mets en 10-46, mi la ré sol si mi, et tu la laisses comme ça. Voilà. La principale erreur que font les guitaristes, c'est le lundi je suis en mi la ré sol si mi, le mardi je me mets en do sol do fa la ré, le mercredi je remonte. Mais en fait tu fais le yo-yo avec ton manche, avec ton bout de bois, ton instrument il se stabilisera jamais. Et c'est un outil avec lequel tu vas être embêté constamment. Donc voilà, mes conseils, c'est ça. Mais en réalité, le principal, celui qu'il faut retenir, les musiciens, c'est jouer vos instruments. Voilà, c'est la base, jouez-les. Hyper important. Je vous l'ai dit dans mes autres vidéos, petite routine tous les jours, vos petits exos, vos chromatismes, etc. Même si c'est 15 minutes, bah, c'est toujours mieux que de ne pas jouer. Après, voilà, Thibaut il a dit jouer, changez vos cordes. C'est des choses qui sont essentielles pour vos grattes. Et si jamais vous avez des questions, bah, vous les posez en commentaire. Puis moi, je demanderai à Thibaut et j'y répondrai directement. Je sais pas. Est-ce que le tirant et les cordes, ça change vraiment le son autant qu'on le dit? Oui. C'est ultra important. Donc déjà, au niveau de la grosseur de ta corde, tu vois, plus tu vas monter par exemple sur un mi une corde grosse, plus tu vas récupérer du bas. D'accord. Ouais. Et ça marche sur toutes les guitares. Ça va être beaucoup plus flagrant sur une acoustique, mais sur une électrique, tu vas aussi avoir un impact. Donc la tension de ta corde va avoir un impact sur la dynamique à l'attaque, sur sa tenue. Bien sûr. Tu prends un 46, on en parlait tout à l'heure. Tu prends un 46 que tu vas bastonner. La note elle monte à l'accordéon, c'est un truc de ouf. Donc il va falloir faire attention à ton attaque. À l'inverse, tu vas monter un 52, tu vas te rendre compte que sur l'attaque, déjà, quand tu vas taper ton médiateur, tu vas te rendre compte que la note est beaucoup plus réactive, en fait, et surtout, elle va beaucoup moins monter, elle va avoir une meilleure main de tenue. Ça a un impact aussi sur le réglage de ta guitare, sur les hauteurs de cordes. Tu as quelqu'un qui joue sur un 8-38 en attaquant comme un sac, et je vais pas pouvoir lui mettre les cordes au ras des pâquerettes, parce qu'un 8-38, quand tu vas taper ta corde, elle a une oscillation, un débattement qui est très grand, là où un 10-52, le 52, le débattement va être moins important. Et donc, ça va avoir un impact sur le réglage, sur la dynamique, mais aussi sur les fréquences. Tu vas pouvoir récupérer du bas ou des aigus en fonction des tirants que tu vas mettre. Mais on va même au-delà, en fait, du tirant. C'est que tu as l'alliage de la corde. C'est que chaque marque a des alliages différents, des façons de faire leurs cordes différentes. C'est Savares qui ont sorti une âme de corde, là, il n'y a pas longtemps, en forme d'hexagone. Au lieu qu'elle soit ronde. Donc, tu as plein de R&D comme ça qui est fait au niveau des marques de cordes. Et tout ça a un réel impact. Et c'est justement, moi, j'ai tout le temps les musiciens qui viennent à l'atelier en me disant « Mais Thibaut, c'est quoi le mieux? Qu'est-ce que tu me conseilles ?» Mais ça va dépendre. C'est en fait, fais-toi confiance. C'est ça. C'est parce que moi, mon conseil, c'est ça le plus chiant au début, c'est le tirant. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, le réglage d'une guitare, il est lié au tirant, à la tension que tu appliques dessus. Donc ça, c'est un peu chiant au début parce que il faut trouver le tirant sur lequel tu es à l'aise, sur la guitare que tu as là, sur le moment, avec l'accordage. Une fois que tu as trouvé le bon tirant avec le bon accordage qui te convient,
Moi, là, mon conseil, c'est amusez-vous quand vous changez vos cordes à changer de marque. Ok, pour tester, pour tout tester. Ouais, Quoi. pour tester vraiment. Et c'est un truc qui, moi, 20 ans encore après, je continue de le faire. Là, je t'ai parlé de Savarez, pourquoi ? Parce qu'ils avaient sorti justement ces nouvelles cordes, je crois, il y a 3 ou 4 ans, peut-être plus. Et quand j'ai vu ça au catalogue de mon fournisseur, tout de suite, en fait, j'ai commandé 3-4 jeux de tirants différents, basse, guitare, pour essayer de me faire mon propre avis. À titre personnel, je les ai trouvées super intéressantes pour les guitares, pour les basses, j'ai pas du tout aimé. T'as pas aimé ? Voilà. Ok, bah, hyper intéressant du coup. Là où j'ai des musiciens qui viennent là, qui, depuis par exemple des bassistes, qui eux, ont méga kiffé le toucher, le son de ces cordes-là. Il n'y a pas de vérité là-dessus. Il n'y a que toi qui as ta vérité pour toi. Le feeling quoi, que tu ressens. C'est ton outil, c'est toi qui poses tes doigts dessus. Et pour donner du plaisir à ton auditoire quand tu fais de la musique, il faut que toi t'en prennes en premier. Si t'en prends pas toi d'abord, t'en donneras pas aux autres. Et donc ça, c'est un truc que doit faire chaque guitariste. C'est quand tu changes tes cordes et que t'as pas encore trouvé vraiment ce que t'aimes bien, et bah t'essayes. Et en fait, tu vas t'apercevoir, j'ai beaucoup trop de guitares, et bah en fait, il y a quasiment aucune de mes guitares qui a le même tirant, la même marque. Elles ont toutes des tirants différents, des marques différentes, parce que bah en fonction que je prends ma guitare pour faire du métal, ma guitare pour faire des trucs plus en son clair, ma guitare pour ça, et bah en fait tu vas t'apercevoir que bah tiens, bah en fait pour faire ça je préfère un tirant un peu plus light. À l'inverse, quand je vais faire de la rythmique, tu vois, avec des passages très rapides, je vais aimer avoir une basse un peu tendue, où je vais pas avoir l'impression que quand je mets un coup de médiator, la corde elle est encore en bas, que moi je suis là en train de patiner avec mon... Non, je veux que la corde elle ait du retour, elle ait du rebond. Et donc voilà, il n'y a pas de vérité, ça a un énorme impact, la corde, c'est de toute façon, bah, c'est elle qu'on tape, c'est méga important en fait, la corde sur nos instruments. Et oui, ça a un impact énorme. Je vais mettre les pieds dans le plat direct. Je vois beaucoup trop de gens venir ici avec des cordes élixir, par exemple. Parce que c'est génial, il y a un revêtement autour qui ça protège. Dure un an. C'est génial. Et c'est ce que je dis souvent à ces musiciens-là qui viennent. Je fais, si tu les as achetés, parce que quand on te les a vendus, on t'a dit, tiens, regarde, il y a un revêtement magique, tu les gardes un an, c'est trop bien. Essaye de tester d'autres cordes. D'autres choses, À l'inverse, si tu achètes les cordes Elixir parce que tu aimes ce toucher un peu gras et que tu aimes le son qu'elle génère sur ton instrument, alors là, par contre, tu fais ce que tu veux. Tu continues d'utiliser ça. Là, ça se discute pas. Mais voilà, tu vois, faut faire attention. Ça, c'est un peu du marketing, je trouve. Ouais, carrément. Moi, j'avais eu un gros coup de cœur. C'était sur les NYXL d'Addario. Celle-là, d'habitude, je me disais, avant, des cordes, c'est des cordes. Et on m'a dit, teste ça. Et j'ai testé, j'ai fait, j'ai senti une différence, en tout cas pour moi. Et j'ai trouvé que le son, le confort, le son, j'étais beaucoup plus à l'aise sur ça. Le toucher, les fréquences. C'est ça. T'as par exemple, c'est les GHS, les signatures David Gilmour, c'est un 10,5 48, il a 2 jeux. Et en fait, le filetage de la corde. Alors, c'est pas du demi-rond, parce qu'alors au niveau des cordes, t'as ce qu'on appelle les filets ronds, c'est les cordes traditionnelles qu'on utilise. T'as les filets plats. C'est ce qu'on va utiliser beaucoup en jazz, sur les guitares ou sur des basses fretless. Voilà, ça te donne un son qui est beaucoup plus mat. T'as pas de brillance sur les filets plats, contrairement des filets ronds. Et t'as l'entre-deux, les filets demi-ronds. Les GHS, la Gilmour, t'as presque l'impression que c'est du demi-rond. T'as son filetage, en fait, il est un peu aplati. Et au niveau du toucher, moi, c'est des cordes que j'aime beaucoup. Par exemple, sur le toucher. À l'inverse, t'as des cordes comme c'est DR, la marque, qui sont beaucoup conseillées aux gens qui aiment bien avoir de la brillance. C'est des aigus qui brillent un peu plus et qui le conservent plus longtemps que du D'Addario, du GHS, du Ernie Ball. Et c'est vraiment comme ça en fait qu'il faut choisir tes cordes. Quelqu'un qui a envie de brillance, d'extra brillance et tout, bah oui, elle va plus mettre des filets ronds de chez DR, elle va pas monter des filets plats jazz, tu vas être déçu un petit peu quoi. Et donc il faut faire cette recherche-là. Super intéressant. Donc ce qu'on retient, c'est qu'il faut tester un petit peu différents types de cordes pour trouver ce qui vous conviendra le mieux. Question que les gens peuvent se poser, c'est que est-ce qu'il faut faire régler souvent son instrument ou alors c'est marketing, c'est une pratique marketing? Toutes les semaines, faut venir. Toutes les semaines, tu me ramènes ta gratte, je te prends ta thune et je la règle, ok? Non. En fait, c'est... alors,
la guitare, en fait, on va parler de la vie de la guitare. C'est-à-dire qu'un instrument que tu vas acheter neuf, on sait que sur les 2-3 premières années de vie de ton instrument, c'est là où les bois vont un peu se mettre en place, se stabiliser. Quoi qu'il arrive, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, quand tu achètes une guitare, la réalité, c'est que souvent, tu passes la porte de l'atelier pour la faire régler. Donc, tu as un premier réglage. On en revient à ce que je te disais tout à l'heure. Si tu veux stabiliser ton instrument, il faut être stable avec lui. Donc, tu as ton instrument, il est neuf, tu le fais régler une première fois, tu le joues. Moi, ce que je conseille aux musiciens qui ont des instruments donc d'1 an, 2 ans, jusqu'à 3 ans, c'est encore une fois, c'est de ne pas hésiter à passer la porte de l'atelier. Tu passes à côté de l'atelier. Le dernier réglage, c'était il y a 1 mois ou 2. Tiens, tu as un doute. Voilà. Tu passes à l'atelier, on regarde. Tiens, est-ce que ton manche, il s'est un peu creusé avec la tension Un peu plus chiant, qui voudrait dire que le bout de bois est vraiment en train de bouger, c'est quand il se bombe tout seul naturellement, alors qu'il prend 50 kg de tension de l'autre côté. Mais ça, en fait, le fait de passer comme ça, de temps en temps à l'atelier, c'est le problème qu'ont beaucoup de musiciens, en fait. Quand ils viennent, c'est trop tard. Ils auraient dû venir 2 ans avant. Donc là, en faisant ce petit truc de passer régulièrement, bah tiens, si on voit que le manche il s'est un peu creusé, bah hop là, ça prend 2 minutes, on met un petit coup sur la tige de réglage, on le redresse, et comme ça, tu vois, on empêche au manche de trop partir. Et donc, ça coûte rien. T'as payé ton réglage, je vais pas te refoutre 60 balles parce que 2 mois après, t'es passé et que j'ai mis un coup de clé sur ton manche. Non, c'est pas la politique de l'atelier. Et donc, tu fais ça comme ça, tu stabilises ton instrument, et en réalité, on en revient au changement de cordes. Si tu changes tes cordes régulièrement, que tu entretiens l'instrument, ta touche, que tu la nourris, que tu resserres tout, ben en fait, tu vas t'apercevoir qu'à un moment, en fait, ton instrument se stabilise. Et en réalité, tu peux passer chez ton luthier 1 fois par an. Ça suffit. Dès l'instant où toi, tu changes tes cordes, tu nourris la touche, tu resserres un petit peu ce que tu disais, etc. Et moi, j'ai le cas d'un musicien, ça fait 13 ans qu'il vient avec sa folk guild. Et ben écoute, j'ai réglé sa guitare les 2-3 premières années où il venait. Et ensuite, après, c'était que des changements de cordes. Par contre, tu as tout ce qu'on appelle les pièces d'usure. Donc, ton bout de bois, il est stable, donc non, t'es pas besoin d'aller chez un luthier ou au magasin faire régler ta guitare toutes les semaines, ça c'est des conneries. Par contre, t'as des pièces d'usure. Donc là, pour le cas de Pierre, sa guilde, l'année dernière, on l'a refrété. Parce au bout d'un moment, il a des frettes en ce qu'on appelle my short, c'est l'alliage en fait, qui sont des frettes à base de nickel. Et contrairement aujourd'hui, pourquoi je parle du my short? Parce qu'aujourd'hui, sur les instruments modernes, tu as les frettes en inox, qui sont des frettes increvables. Ça, c'est intéressant. Mais là, c'est encore des systèmes en my short à base de nickel, donc tu uses tes frettes. Du coup, petite question, ça va dépendre un petit peu de la demande de ton client, mais je t'apporte ma guitare pour la faire régler. Combien de temps, toi, ça va te prendre à peu près pour faire ça? Ou alors, une autre question à part, ça serait aussi, je veux construire ma guitare, combien de temps ça te prend aussi? Voilà. Alors, il y a 2 notions en réalité, c'est quand toi, le musicien, tu viens me déposer ta guitare pour un réglage, je te la garde 1 semaine. Tu la gardes une semaine. Ça, c'est le premier délai. Mais, moi, je passe pas 1 semaine dessus tous les jours, tu vois, à raison de 10 heures par jour. Donc en réalité, sur un réglage de guitare qui va, moi, me prendre la semaine, je passe 2 heures sur ta guitare. 2 heures. En fait, ce qui va se passer, c'est que je vais la démonter, je vais la nettoyer la touche, nourrir la touche, et je fais un montage de cordes, et je fais un premier réglage. Donc je vais te régler ta courbure, je vais faire les petites hauteurs oscillées tête, je vais te faire tes hauteurs de cordes, tout ça. Et par exemple, la justesse, la compensation, quand c'est sur une électrique avec les petits pontés, là je vais la faire au réglé. Parce que ça, c'est un tip, ce que je donne souvent aux musiciens quand ils achètent une guitare, il y a des endroits sur les guitares à regarder où tu peux tout de suite voir en un clin d'œil, sans être luthier, expert, quoi que ce soit, si l'instrument il est réglé ou pas. On peut le voir. Tu peux le voir, je vais te ramener une guitare, c'est les petits pontés. Hop, voilà. Tiens, on va prendre le godin, comme ça on va changer la guitare. En fait, c'est cette partie-là. Là. Voilà. Ça, là, les petits blocs-là, c'est des pontés. Et c'est ce qui nous sert à compenser. Pourquoi est-ce qu'on compense? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme vous pouvez le voir ici, on a des petites frettes, c'est des petites barres métalliques. Et ces barres métalliques, leur position, on les calcule par rapport au diapason. Le diapason, c'est la longueur de corde qui vibre. C'est la distance qui va du scié
jusqu'à la 12e fret que tu multiplies par 2. C'est les fameux 648 mm Fender, 624 mm Gibson. Encore une fois, je parle en millimètres, je suis désolé, généralement, vous allez entendre parler de 25,5, 25,5, des trucs comme ça. Etc. Voilà. À partir de cette longueur et la puissance de 12, nous, on calcule la position des frettes. Punaise. Sauf qu'est-ce qui se passe? C'est magnifique, un instrument fretté. En fait, c'est une guitare, c'est un instrument qui est plus faux que juste. Qu'est-ce qui se passe en fait quand tu viens jouer ta guitare? En fait, tu rallonges cette fameuse longueur que tu as utilisée pour calculer tes frettes. Et donc, juste le fait de venir jouer, tu fausses ta guitare. C'est pour ça qu'on a ces petits pontés-là qui sont en quinconce. Et donc, on appelle ça la compensation, le réglage de justesse. Et ça, en fait, c'est un petit tip que je donne à tous les musiciens, tous les guitaristes, quand vous allez acheter un instrument d'occasion, neuf, ce que vous voulez, peu importe, ou même quand vous venez ici à l'atelier et que je vous dis « Tiens, maintenant, il faut me payer, ta guitare, elle est réglée », et tu regardes ici, et si tu n'as pas exactement ce schéma-là, donc en fait, qui fait 1, 2, 3 comme ça, qui part en arrière, c'est que ça peut pas être bon, en fait. Alors, il y a quand même, attention, il y a plein de petits trucs à faire attention. Ce schéma-là, c'est le schéma classique quand tu as les 3 cordes filées et les 3 pleines. Normalement, les guitaristes vont le suivre. Un jeu de cordes standard, le mi, le la et le ré, tu as les petits streets, tu as le petit filetage. Et à l'inverse, le sol, si, mi, c'est des cordes qu'on dit pleines. Tu n'as pas de filetage. C'est pour ça qu'il y a un décalage ici. Mais si tu as 3 cordes filées, 3 pleines et que tu as ce schéma-là, tu peux partir du principe que la guitare, elle est réglée. Après, si les cordes sont vieilles, ça peut un peu déconner. Est-ce que c'est trop reculé, trop avancé? C'est un premier type à regarder. Mais c'est un premier truc où, si ici, c'est le bordel. Lui, il est devant. Lui, il est complètement là. Non, il y a la personne qui a réglé. Soit elle pense qu'elle s'est réglée, mais elle ne sait pas aller régler. Soit on est en train de se moquer de vous. Ça, c'est vraiment un petit tip super important. Et ça, moi, par exemple, la justesse, quand je commence le premier jet du réglage, moi, je le fais au réglé. Parce que c'est des mathématiques. Donc, en fait, tu positionnes ton mi aigu et en fait, après, tu le fais à l'œil. Et en fonction du tirant, du diapason et de l'expérience, tu le fais tac, tac, tac. Et en réalité, tu es déjà à peu près bon. Mais en fait, ça ne sert à rien de le faire sur le coup même. Ça, c'est un deuxième petit tip que je donne tout de suite. C'est quand vous allez dans un magasin ou un atelier de lutherie, et ça, c'est beaucoup, par exemple, à Paris, El Famoso rue de Pigalle, où tu déposes ta guitare et on te dit va boire un café, et tu reviens, le réglage, il est fait. Encore une fois, on applique en fonction des tirants et tout, une cinquantaine de kilos de tension, c'est du bois, ça bouge. Et moi, par expérience, là, tu me déposes la guitare, je te change les cordes, je te fais la justesse à l'accordeur, tu reviens demain, on vérifie la justesse, et tu verras qu'elle sera plus vraiment dessus. Parce que la corde, elle s'est un peu stabilisée, elle s'est un peu détendue, etc. Donc les réglages, c'est pour ça que je vous les garde une semaine, c'est qu'en réalité, moi, tu me laisses la guitare, je fais un premier jet, je vais la laisser en fait tranquille pendant 48 heures, qu'elle se stabilise, qu'elle se détende un peu, et le 3e jour, je reprends tout, je fais la justesse, je stabilise les cordes, et donc voilà, en fait, sur une semaine où j'ai la guitare, moi, je vais la reprendre en fait 3 fois dans la semaine, la guitare, pour à chaque fois en fait stabiliser de plus en plus la guitare. Et comme ça, à la fin de la semaine, quand toi tu viens la récupérer, elle est déjà un maximum stable. Et ensuite, c'est ce que je dis tout le temps aux musiciens qui viennent, tu as 15 jours, 3 semaines pour être chiant. Donc si jamais tu sens que ça bouge, ou si tu veux peaufiner les réglages de hauteur, tu repasses. C'est compris dans le réglage. Mais ça, pour les réglages, voilà. Hop, montrer un peu le schéma. Donc voilà, ça c'est valable pour 3 filets, 3 pleines, parce qu'après tu as des petites variations. Tu as par exemple pour nos amis bassistes, ça fait, tu vois, ça part directement, les 4 elles partent en arrière en fait. Toi là, il n'y a pas parce que les 4 sont filés. Et pourquoi est-ce que je montre ça? C'est que déjà ça peut intéresser les bassistes, mais c'est aussi pour expliquer que si jamais tu as le sol de ta guitare qui est filé, moi, par exemple je suis guitariste rythmique et j'aime beaucoup avoir mon sol filé, parce que il est comme les 3 autres basses, et pour moi un guitariste rythmique c'est vachement chouette, un soliste aime moins. Mais quand tu as ton sol filé, le ponté du sol, il repasse devant là. Ah oui. C'est pour ça que je monte la basse, parce qu'en fait, ça fait penser pour le coup à une basse qui a les 4 filets. Ça te fait les 4 en quinconce et les 2 autres aigus comme ça. Et tu vois, ce que tu dis là, c'est par rapport donc, au ponté. Ça faisait 1 an que je faisais de la guitare. Et mon père il était guitariste aussi. Et du coup, j'avais pris sa guitare et je me suis dit, attends, les trucs, ils sont pas droits.
Et je les avais tous mis droits et toutes les cordes après ça frisait dans tous les sens, c'était dégueulasse. Je pense que j'ai dû faire ce genre de bêtises quand j'ai commencé à démonter mes guitares dans mon garage. Voilà, on a tous fait ça. Et alors celle-ci, parce qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que je vous montre celle-là? C'est que pareil, de plus en plus, on a ce qu'on appelle du fan fret, du multiscale, multi-diapason. Qu'est-ce que c'est? C'est que si là, vous regardez attentivement, vous allez voir que les frettes, elles commencent à partir de biais comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Cette histoire, c'est qu'on calcule un diapason plus long pour les basses. On calcule un diapason plus court pour favoriser les aigus, parce que ça, c'est une règle assez simple à comprendre. Hein. Plus c'est long, plus c'est bas, plus c'est court, plus c'est aigu. Voilà. Et on rejoint tout ça. Pourquoi je vous montre ça? C'est parce qu'on en revient à nos petits pontés. Quand tu as un multiscale, il se peut que malgré le fait que tu aies 3 filets, 3 plaines, qu'en fait, là, pour le coup, tu vois, tu n'as plus le décalage. Oui. C'est qu'en fait, elles sont toutes alignées pour le coup, voilà. Là, j'aurais pas fait de conneries. Et c'est lié au multiscale, voilà. Et ça, on commence à le voir un peu plus sur des guitares de série aussi. Et du coup, pour une fabrication de guitare, combien de temps ça prend? Les fabrications, donc c'est le même concept. Pour une électrique, par exemple, je vais te donner un délai de 6-8 mois. Pour une acoustique, de 10 mois à 12 mois. Mais pareil que pour le réglage, je ne passe pas 10 mois en plein tous les jours sur une guitare. Il y a des temps de séchage pour que ça se stabilise, etc. Et là, en fait, ça va vraiment être fonction de la complexité de la guitare. Donc, on va faire le même petit jeu qu'on fait là depuis tout à l'heure. Hop là, sur un instrument relativement simple. Hop là. Ça, alors même encore plus simple, voilà. Hop. Là, il y a deux modèles relativement simples pour plusieurs raisons. Là, on a une petite guitare. Tiens, je te donne la basse. Je vais prendre la basse. On a une petite guitare solid body avec une forme que j'ai l'habitude de faire où j'ai déjà mes gabarits, vibrato, rien de voilà, hein, c'est plein à l'intérieur. Alors, de base, je dois commencer par dire que je suis un passionné de mon métier et que quand même, j'ai cette chance-là que pour moi, le temps n'est pas de l'argent. C'est que du kiff. Donc c'est vraiment approximatif parce que j'ai jamais calculé précisément le temps que j'y passais. Mais grosso modo, ça, c'est des instruments sur lesquels je vais passer 60-80 heures. Là, pourquoi est-ce que je vous montre la fretless? Parce qu'il n'y a pas de fret. Il n'y a pas de fret, et il faut bien vous imaginer que quand tu as des frets, ça veut dire qu'il faut faire les traits de fret, qu'il faut planter les frets. Tout ça, c'est du temps que tu passes, alors que sur un instrument comme ça, tu as juste à rectifier ta touche, faire l'effet miroir, et tu n'as pas de fretage à faire. Donc tout ça, c'est des gains de temps. Donc ça, c'est des instruments relativement simples. Et après, il y a d'autres instruments moins simples, où là, tu vas me dire, mais oui, c'est pareil. Pas tout à fait. En quoi c'est pas pareil? C'est que déjà, on ne le voit pas devant, mais hop là, derrière, on a ce qu'on appelle un manche conducteur. Donc ça demande un peu plus de boulot en amont qu'un manche vissé. C'est 3 pièces du coup, c'est ça? En fait, là, hop là, ce qu'on appelle la poutre, donc là, du cul à la tête de la guitare, le bois qui est blanc, c'est un bloc d'érable d'une seule pièce. Il n'y a pas une seule découpe. À quoi ça sert, tu vas me dire? La conduction du son, quoi. C'est que là, en fait, quand tu joues, ton son, il rebondit du cul à la tête. Il n'y a rien qui vient casser la vibration. En lutherie, en instrument de musique, voilà, contrairement à un manche vissé, où là, faut pas se leurrer. Entre le manche et la caisse, tu as une rupture de vibration, en fait. Voilà, il y a forcément moins de conduction. Le manche conducteur, c'est sa force. Donc ça, déjà, c'est plus casse-gueule à faire. Plus de taf, plus compliqué. Et l'autre particularité, par exemple, de cette guitare-là, c'est qu'elle est Sinline. Donc en fait, les petites ailes-là, c'est du Bubinga qui était massif et que je suis venu complètement évider. Et ça, pareil, oui, mais ça sert à quoi de faire ça, Thibaut? Déjà d'une, ça allège un petit peu l'instrument, mais surtout, en fait, j'aime toujours dire que la densité que tu as dans ton bout de bois, tu le ressens à la sortie de l'ampli sur une guitare électrique. La El Famoso Les Paul qui pèse le poids d'un mort. Quand tu fais un gros accord, t'as l'impression de le voir sauter sur ta tronche, la mort, tu vois. Tu ressens, tu l'entends, la densité. Et en fait, le Sinline, qu'est-ce que ça apporte? Ça te donne quelque chose d'un peu plus aérien, ça te fait ressortir les médiums, et tu sens en fait justement un son qui est un peu plus diffus. Moi j'ai dit un peu plus aérien, quoi, moins massif, voilà. Et c'est surtout ça, tu y passes plus de temps parce qu'il faut creuser, c'est un peu plus chiadé, quoi. Donc ça va être une guitare sur laquelle je vais peut-être passer plus 100-120 heures.
La grosse Bertha que je vous ai déjà montrée pour le fan fret, elle pareil, elle m'a pris énormément de temps parce que ça se voit pas de l'extérieur. Et alors, j'en reviens à ma fameuse ES 125, c'est que cette guitare-là, j'ai commencé à la réattaquer. C'est une histoire un peu compliquée, mais pourquoi est-ce qu'elle a fini comme ça ? Parce que j'ai eu l'ES 125 d'Hervé, et donc ça m'a donné l'idée de faire l'esprit un peu ES 125, mais je voulais quelque chose d'un peu rétro-moderne. Et c'est pour ça qu'elle a juste un micro, un volume, une tonne. Et ça, en fait, là, c'est ce qu'on appelle du hollow body. Donc c'est une table en épicéa que je suis venu sculpter à la gouge, intérieur-extérieur. Donc le galbe que tu as à l'intérieur, tu as le verso en fait à l'intérieur, c'est complètement creusé. Et puis là après je me suis amusé, c'est encore en phase de test, mais là ici il y a du cuir en fait qui est incrusté sur les côtés. Je m'étais amusé à faire le multiscale parce que j'avais une commande d'une grosse 8 cordes en multiscale et que je n'avais jamais fait cette opération-là. Donc je me suis dit, bah tiens, tu sais quoi, c'est la bonne guitare pour tester, voir si j'ai compris le concept, si mon instrument est juste, qu'il fonctionne. Et donc ça, pareil, voilà, ça, j'ai passé vraiment beaucoup de temps à faire tout l'intérieur. Et ensuite, on en arrive à ce qui prend le plus de temps, et c'est ce que je fais le plus à l'heure actuelle, c'est les acoustiques, où là, en fait, c'est marrant, c'est qu'une acoustique, en fait, te revient moins cher. Hop, elle, par exemple, elle est encore en cours de fabrication. Et ce qui est marrant, c'est qu'une acoustique, au final, ça te revient moins cher en matos. Mais par contre, là, en main-d'œuvre, en heures passées, à faire justement tous les petits... hop là, ça c'est ce qu'on appelle la table d'harmonie, donc c'est la partie qui va venir là. Ah oui, d'accord, c'est ton patron, comme on disait. Ah non, ça va être une guitare bientôt, c'est juste que là, elle est en cours de fabrication, elle est vraiment là au début. Je vais leur montrer, là on voit bien derrière que du coup, tu as calé ton bout de bois, mais tu l'as pas encore... Ça, c'est ce qui va être le talon. Incroyable. Là, il va falloir que je le sculpte. Là, hier, j'ai fait ça hier. J'ai commencé à dégrossir le galbe du manche hier après-midi. Okay, on voit même la tête là. Et ça, tu vois, voilà, bah, par exemple, ça, je peux te dire, j'ai commencé à faire le galbe, donc le bout de bois était rectangulaire. J'ai fait ça en moins d'une heure, quoi. Ok. Voilà. Et comment tu sais que t'es bon, du coup, t'as une mesure? Alors, je travaille, quand je vous parle de gabarit, c'est vraiment, j'ai des gabarits pour détourer les corps à la défonceuse. Mais par exemple, tout ce qui est manche et tout, moi, je fais tout au toucher. C'est-à-dire que j'ai un pied à coulisse pour vérifier les épaisseurs, parce qu'on ne veut pas qu'ici, il y ait 20 mm, là 19 mm, là 25, il faut quelque chose de régulier. Donc je travaille au pied à coulisse, mais par contre je travaille au toucher, à l'œil. C'est vraiment, là c'est mon côté un peu autiste, artisan. J'aime pas le côté, je pose un gabarit, c'est bon, le gabarit m'a dit que j'étais bon. Non, moi j'aime façonner le bois, j'aime ressentir le truc. Et encore une fois, c'est des instruments qu'on va jouer. Donc quand je bosse sur des sur-mesures, le musicien vient, il joue il me dit, tiens là Thibaut, un peu de matière, bam, on la pose sur l'établi, tac, 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 petit coup de rap, on enlève le petit surplus. Il la réessaye. Je veux que ce soit le musicien qui joue, qui vraiment, voilà, il va la prendre en main, et lui, et il y a un moment, il va le ressentir. Ça vaut tous les gabarits du monde. Et donc ce qui prend énormément de temps, voilà, ça va être tout ce système-là. Là, tu as le système de barrage, en fait. Le barrage, il a deux fonctions. Il a à la fois là pour la résistance mécanique de ta table d'harmonie, parce que ta table d'harmonie, au final, elle va faire entre 2,5 3,5 mm d'épaisseur, là où tu vas y foutre 50 kg d'arrachement. Donc, si tu fais pas de barrage, c'est simple, tu n'auras pas le temps de finir de monter tes cordes, que ton épicéa va s'arracher. Donc, tu as déjà une résistance mécanique, mais tu as aussi des barrages dits harmoniques, en fait, où tu scindes plus ou moins la table pour favoriser les aigus, le bas, etc. Et donc, le barrage traditionnel qu'on connaît tous, qu'on a quasiment tous dans nos folks, c'est le barrage en X. C'est Martin qui avait créé ce barrage-là. Taylor ont breveté un barrage en V il y a quelques années. Et les luthiers, là, ce que je vous montre là, par exemple, moi, c'est le barrage que moi, je travaille, qui n'existe pas dans d'autres guitares, en fait. Et ça, c'est un peu le truc de tous les luthiers qui vont travailler leur barrage. Et en fait, à chaque nouvelle guitare, tu fais des changements. Là, par exemple, ces deux petits bouts de bois là qui ont l'air de rien, je les mettais pas au début. Et en fait, pour des raisons, j'ai essayé de mettre ces barres-là
pour voir le résultat à l'arrivée. Et c'était probant. Donc maintenant, c'est des barres en fait qui sont là automatiquement dans cette région-là. Et ça, en fait, tailler tout ça prend du temps. Et sur une acoustique, là, c'est là où tu arrives plus dans les 150, 200 heures. Ah oui, ouais, quand même, en termes de temps. Et après, tu as tout ce qui est boulot d'incrustation, qui peut être très 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 long. Là, j'ai une commande d'acoustique où j'ai que reçu les bois, elle n'est pas commencée, où va y avoir des gros boulots d'incrustation en nacre. Ouais. Et ça, par contre, pareil, ça fait exploser le temps. Parce que la nacre, je travaille vraiment avec de la nacre, pas de la nacre reconstituée. Ouais. Pourquoi je dis ça? Parce que la nacre reconstituée te permet d'aller un peu plus vite, parce que tu peux forcer un peu plus et casse pas. La nacre naturelle, c'est le poids de l'outil. Toi, tu guides ton outil, dès l'instant où tu vas forcer un peu, le truc il pète. Okay. Donc ça, pareil, au niveau délai, ça va rallonger. Mais donc ouais, en délai, vraiment, entre le moment où tu me la commandes, le moment où tu l'as, en fonction de l'électrique acoustique, de 7 mois à 1 an, et en termes d'heures effectives, ça va naviguer entre 80 et 200, quoi. Ok. Wow. Alors là... Hop là, bah ça c'est une belle histoire aussi au final, cette guitare-là. Donc bah ça, ouais voilà, ça c'est une surmesure. C'est une sur-mesure, pour le coup, voilà, 8 cordes, tu vois, tu casses tout avec, c'est insupportable. Ça, c'est une très belle histoire. L'histoire de cette guitare, c'est... j'ai travaillé dans le sud, comme je vous le disais, chez un luthier, LKV, à Marseille. Et là-bas, j'ai fabriqué la première guitare d'un loulou qui s'appelle Arnaud. Et 15 ans après, je suis dans mon atelier à Arras. Et qui c'est qui passe la porte de mon atelier? Arnaud. Qui s'installe à Arras. Donc on discute, on papote, et de fil en aiguille, il m'explique qu'il est en train de se faire une 8 cordes à Marseille, dans un atelier, et que ça fait des années qu'il n'a pas de nouvelles du gars, et donc bah, il serait intéressé pour que moi je lui finisse. À la base, c'était l'idée. Et donc je lui dis, vas-y, ok Arnaud, pas de souci, quand tu retournes là-bas, tu la récupères, tu me ramènes, et puis moi je te finirai le taf. Tiens, regarde, je te la confie. Et donc, il revient avec cette chose-là. Hop. Il revient avec ça. En me disant, tiens, Thibaut, j'ai récupéré la guitare chez le luthier. Alors, pour la défense, là, la touche qui a été arrachée, c'est moi qui l'ai arrachée, parce que Flo vous montrera, mais les repères de bord de touche, c'est des LED, en fait. Donc, tu as tout un système de LED entre la touche et le manche. Et ça, j'avais jamais fait ça. Et donc, pour le coup, pour voir comment la personne avait fait l'intérieur, ben, j'ai sauté la touche pour voir. C'est pour ça que la touche, elle est dans cet état-là. Mais en tout cas, voilà, il me ramène cette chose. Et en fait, quand j'ai vu le bout de bois, en fait, vous le verrez pas à la caméra, mais en fait, il y a plein de bouts raccordés à droite à gauche parce qu'il y a un système d'Evertune. Et en fait, le luthier, je sais pas qui c'est, vraiment on s'en fout, avait pas conscience que c'était des systèmes de chevalet où il faut un corps qui est plus épais, donc il a rajouté, enfin voilà. Et moi, quand Arnaud il m'a ramené ça, je fais, écoute Arnaud, moi j'ai pas envie de repartir sur cette base-là, il y a des bouts raccordés de partout, enfin, c'est un délire. Je fais, moi c'est ok, mais vas-y, on repart sur des bois neufs, etc., etc. Et donc, bah voilà, ça a validé. Et ça a donné cette belle mémère-là, 8 cordes, avec un système d'Evertune. Donc ça, c'est un érable dit pommelé, touche ébène. La tête, pourquoi la tête, elle ressemble à ça? C'est la tête que on faisait à l'atelier chez LKV, dans le sud, en fait, où j'ai fait mon apprentissage. Et donc, bah, ça, c'est une superbe histoire, parce que c'est fou, en fait, de me dire, j'avais 16 ans, j'ai fabriqué la première guitare à ce mec-là, et 15 ans après, on se retrouve à Arras, et je lui fais sa 8 cordes. Et voilà. Donc, alors, ça fait partie des trucs aussi un peu dommages, c'est que pourquoi est-ce qu'elle est encore à l'atelier? C'est que c'est une guitare que j'ai envoyée par la poste, parce que lui, maintenant, habite en Suisse, sauf qu'elle arrivait avec la tête cassée. Aïe, aïe. Donc, il a fallu que je recolle la tête, que je refasse tout le vernis. Et donc là, il faut qu'ils viennent à Arras la récupérer, parce que moi, je ne la renverrai pas par la poste. Et on peut en profiter, tant qu'on a celle-là dans les mains,
pour parler de cette chose-là. Les Vertune, donc ça, là, le chevalet, le gros bloc que vous voyez là, c'est un système qui appelle... Alors, en réalité, ça fait longtemps. Hein. Je crois que ça fait presque une dizaine d'années, parce que ma fille était pas née. Donc, ça doit faire 10 ans que ça existe. Et ça, en fait, c'est une super révolution. En fait, là, pour le coup, moi, ça fait 20 ans que je fais de la lutherie et que j'ai toujours des gens qui viennent là avec des strates, avec le vibrato en l'air, les cordes rouillées, qui me disent moi, j'ai pas besoin d'accorder ma guitare. Ok, laisse-moi avoir un doute. Aujourd'hui, avec l'Evertune, comme son nom l'indique, tu n'as plus besoin d'accorder ta guitare. Tu es toujours accordé. C'est fou, c'est mécanique, c'est-à-dire que c'est pas un truc avec une pile, comme les pédales de détuning, tu vois, c'est pas une plaquette électronique qui te simule. Non, c'est purement mécanique, c'est des ressorts, et ça compense tout. Et donc ta guitare, elle, ça fait un an qu'elle est là, sa guitare, j'ai jamais retouché à l'accordage. J'ai une autre 6 cordes que j'ai fait en modèle d'expo à l'atelier, une 6 cordes, qu'un Evertune, ça fait 6 mois qu'elle est là, je peux aller vous la chercher aussi. Vas-y, carrément. J'ai pas eu besoin de la réaccorder depuis 6 mois, et ça vraiment j'en parle, parce que vraiment, c'est vraiment une putain d'évolution dans la guitare électrique. Un peu là. Vraiment, t'as un groupe, tu vois, avec lequel, voilà, donc là, la pièce là, c'est la même, en chrome, en 6. Vraiment, t'as un petit groupe, tu vois, t'as pas encore le pognon d'avoir plein de guitares, des guitares en spare. Et ben vraiment, tu te chopes un système comme ça, tu peux partir avec ton groupe 2-3 jours. Vraiment, tu seras pas embêté, quoi. Ça bouge pas. Et en fait, j'ai même remarqué, maintenant que j'en ai, que j'ai vraiment pu l'utiliser, même quand ton bois, lui, va bouger, qu'il va y avoir des variations, ça compense, en fait. Ça compense. Voilà. Et après, tu as d'autres types de réglages, mais ça, je vous invite à aller dans les magasins, passer à l'atelier, pour que je puisse vous expliquer de façon plus simple, parce que tu as des réglages, mais qui, je pense, sont compliqués à expliquer comme ça en vidéo. Tu sais, le truc de plus pouvoir bender. Oui, ça, j'ai pas envie qu'après les gens se mélangent les pinceaux. Voilà. Mais vraiment, ça, voilà, vraiment, intéressez-vous à ce système-là. C'est vraiment, je trouve, une des plus belles inventions sur les guitares électriques de ces 10 dernières années, quoi. Du coup, petite question, parce que là, tu parlais des pontées tout à l'heure qui étaient alignées comme ça, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et là, ici, on a de cette manière. Alors là, en fait, la particularité, alors tu fais bien de poser la question, c'est que Arnaud, il m'a posé quand même une colle, c'est qu'il voulait un multiscale. D'accord. Ah. Et oui, en fait, il y a 3 types de multi-diapason. Tu as le multi, comme je vous ai montré sur la guitare orange, où en fait, elle part en biais vers la fin. Oui. La marque d'usine la plus connue qui fait ça, c'est les Strandberg sans tête. Oui, Strandberg, ouais. Et en fait, avant d'en avoir dans les mains, je pensais que c'était inutile sur une 6 cornes. Il n'y a plus de batterie, mais c'est pas grave, je vais mettre le mien. Et je pensais que c'était inutile sur une 6 cornes, mais en réalité, en fait, tu gagnes vachement d'espace au niveau de tes doigts quand tu arrives dans les aigus. Le fait qu'elle soit comme ça de biais, c'est génial. Oui. T'as le multiscale, ton bassiste a sa Dingwall avec le multiscale qui part de là, et ça te fait vraiment un éventail. Ouais, c'est ça. Et ensuite, pourquoi est-ce que là, en fait, si vous regardez bien, l'éventail, il part d'en haut et elles viennent parallèles ici. Pourquoi j'ai fait ce choix-là? Parce qu'en fait, il faut faire attention quand tu fabriques une guitare, on en revient en doigt mouillé, on ne fait pas les choses n'importe comment. J'ai très peu de débattement ici pour le réglage de justesse. Donc si j'avais fait en fait un multiscale comme ça avec des frettes ici, j'aurais jamais pu l'avoir juste. Là, si tu regardes, en fait, il a même fallu, même en faisant ça, même creuser, tu vois, je viens de creuser un petit peu le chevalet pour pouvoir rendre son mi grave juste, parce que sinon il venait en butée et elle n'était pas juste. Et donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Et si tu regardes, en fait, tu auras les 3 plaines en quinconce, et ensuite on revient sur les filets et ça repart. Donc tu retrouves le même schéma, sauf que là tu es sur une mi-corde. Ok, tiens, hop, je te la refile. On arrive sur les dernières questions, et donc est-ce que tu aurais un conseil pour un jeune guitariste qui vient ou qui veut acheter sa première vraie guitare? Oui, ne l'achète pas sur internet. Déplace-toi. Alors c'est pas, je dis pas ça parce que internet c'est le mal. Non, c'est que encore une fois on en revient à ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Moi j'adore dire une guitare c'est pas un tableau, c'est un pinceau qui te sert à peindre un tableau. C'est un outil. Et donc le seul conseil que je peux donner, c'est fais-toi confiance.
Va dans les magasins, va dans les ateliers, essaye. Moi, par exemple, je ne vends pas d'instruments tout faits, à part des acoustiques depuis peu, au niveau des folk, que je fais à la fois sur mesure et je fais des modèles, moi, que je vends. Mais sinon, je ne suis pas là pour vendre des instruments, mais tu peux venir dans mon atelier essayer mes guitares d'expo pour te donner des idées. Ça peut te donner des micros, des trucs de diapason. Et donc, mon conseil, c'est ça, c'est va essayer, en fait. Va essayer des instrus. Te bloque pas sur des marques. C'est bien d'écouter les conseils de tonton guitariste, du pote qui a un groupe, du luthier, mais il y a un moment, c'est toi qui vas utiliser ton instrument. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a que voilà, du ressenti. Et donc, mon avis, c'est va dans le magasin, mets des guitares sur toi, peu importe ce qu'il y a d'écrit sur la tête ou pas, tu t'en fous. Tu la mets sur toi et tu joues. Et tu vois ce qui se passe, en fait. Est-ce que tu gardes la tête baissée comme un autiste pendant 1 heure? C'est plutôt bon signe, quoi. Si ou est-ce qu'au bout de 5 minutes, t'es là, tiens, tu la poses, tu commandes. Même si sur la tête, c'est marqué ce qui faisait de rêver depuis le début, si au bout de 5 minutes, tu la lâches, c'est peut-être qu'elle n'est pas faite pour toi. Alors qu'une guitare où il y a un truc qui n'est pas marqué que t'aimes pas, mais que tu restes 1 heure dessus à la jouer, c'est plutôt bon signe. Et en réalité, c'est juste ça, mes conseils. Après, c'est pour moi, jouer de la musique, c'est un investissement en temps. Oubliez pas que c'est aussi un investissement en pognon, en fait. Une guitare, c'est pas 300 balles, c'est pas 400 balles, ça peut être considéré comme des instruments d'étude, j'ai pas de souci avec ça. Là, on parle d'un minot qui veut s'acheter sa première vraie guitare. Voilà, et investir du pognon, c'est pas une mauvaise chose, parce que quand tu fous, c'est comme pour tout, hein, tu mets 10 balles dans un truc, tu t'en fous un peu, voilà. C'est ça. Quand il a fallu que tu te casses le cul, que tu taffes, que tu machin, que tu trucs, tu vois, que t'as attendu pour mettre tes sous de côté, et quand tu te l'achètes, ta guitare, tu la ponces, quoi. T'es content, tu vas la jouer, pousser, c'est clair. Et plus tu vas jouer, plus tu vas t'améliorer. Donc voilà, en fait, c'est juste ça mes conseils, c'est vous fermer à rien. Éviter Internet, parce qu'Internet, tu vas tomber dans le piège tu vas acheter de ce qu'on t'a dit qu'il était bien d'acheter, de ce qui est à la mode en ce moment, mais est-ce que ça va te plaire ou pas, t'en sais rien, donc va essayer, et voilà, ne te ferme pas, essaye, vois pas, alors c'est pareil, attention, je suis pas en train de te dire, faut acheter des guitares à 10 000 balles, non, un juste milieu, mais ça passe aussi par t'intéresser, on en revient en fait à cette pédagogie, comprendre comment fonctionne la guitare. Le jour où tu veux vraiment t'acheter ton vrai premier instrument pour vraiment, tu vois, un peu performer et tout, il faut t'intéresser, tiens, quel bois, quelle influence a le bois, quel type de micro. J'ai un exemple là, tu vois, un minot que je connais bien, fan de System of a Down, il veut se mettre à la gratte, quoi. Tout le monde lui conseille, parce qu'en ce moment, c'est la mode, tout le monde lui dit fais-toi monter une Partcaster Telecaster. Il vient à l'atelier, il me dit ça. Je fais, écoute, viens, et moi je vais venir avec toi, voilà. Et parce que je lui dis, déjà, on te dit de monter un kit, alors que il veut s'acheter sa première vraie guitare, il a des thunes, mais sans trop connaître la guitare. Donc déjà, je le prends à son jeu. Donc je lui dis, ok, tu veux te monter un kit, donc diapason, radius de touche, et tu vois, c'est monter un kit, c'est pas si évident que ça. C'est pas juste, je mets un manche, un corps, je visse, et tous ils vous font ça, mais il y a plein de points techniques. Moi, je pense que tu devrais plutôt acheter une guitare déjà toute faite, déjà comme ça, elle est faite, t'as pas à te poser des questions là-dessus. Je fais ensuite une Telecaster, c'est des micros simples. Tu veux jouer du métal, System of a Down, époque années 2000, sur une Telecaster avec des micros simples. Mais quand tu vas brancher ta guitare dans un ampli et que tu vas vouloir jouer par-dessus, ça va faire pouet-pouet, tu vas être un peu triste, quoi. Et donc c'est ça, tu vois, donc il faut faire attention, c'est te renseigner aussi en amont. Tiens, j'aime ce guitariste-là, j'aime ce groupe-là, ok, il joue là-dessus, il joue sur des humbuckers, pourquoi des humbuckers? Justement, je parle d'Internet, Google est ton ami, honnêtement, aujourd'hui tu as une question, tac, tu tapes sur Google, alors il faut pas t'arrêter au premier jet, mais si tu recroises un peu les machins, tu prends une source là, sur la guitare, voilà, sur ce que te fait un simple bobinage, un double bobinage,
tu trouves ta réponse assez facilement sur Internet. Et donc, c'est ça qu'il faut faire, en fait. C'est te renseigner un petit peu, et puis après, nous, on sert à ça aussi, les magasins, les ateliers, à vous conseiller, à vous orienter vers une bonne direction, pour qu'après, tu aies à essayer 3-4 instrus dans la famille de ce qui est susceptible de te plaire. C'est ce que je disais à la maman avec sa fille ce matin. Quand tu commences la guitare, moi, souvent j'ai entendu, tu sais, ah non, mais il faut commencer par la guitare classique, c'est plus simple. Comment ça? Ben oui, attends, c'est 6 cordes, qu'elles soient folk, classique, manouche, électrique, c'est 6 cordes, c'est les mêmes notes, qu'est-ce que tu racontes? Oui. Le minot, il écoute du métal, tu lui fous une guitare classique dans les mains, laisse tomber, t'emmerdes pas, il va pas continuer. À l'inverse, le mec, il écoute du flamenca, tu lui fous une Besseric, et c'est pareil en fait. il va pas jouer non plus. Il faut une corde nylon en fait. C'est ça. Et donc c'est toute cette recherche-là un petit peu en amont qu'il faut faire. Tiens, qu'est-ce qui m'a donné envie de jouer de la guitare? Qu'est-ce que j'écoute? Sur quoi jouent les guitaristes? Ah ok, donc moi c'est une folk en fait qu'il me faut, parce qu'en fait c'est acoustique corde d'acier. Déjà, bing, voilà, tu vas pas t'emmerder à essayer des électriques, des nylons, tu sais que c'est de la folk. Et à partir de là, voilà, t'essayes et t'écoutes, et tu te fais confiance, voilà. Ok, donc on est arrivé à la fin de la vidéo. Thibaut, merci beaucoup pour toutes tes explications, c'était super enrichissant. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, mettez un petit commentaire, surtout si vous avez des questions, ce sera avec plaisir que j'essaierai de vous y répondre. Et si j'ai pas la réponse, vous essayez de passer chez Thibaut, et puis je pense que ce sera avec plaisir que tu pourras y répondre. La porte est grande ouverte, toujours. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner, ça soutient énormément la chaîne et ça me fait très plaisir. Si vous voulez retrouver les informations de Thibaut, elles vont s'afficher à l'écran juste ici. Donc le shop de Thibaut, il est à Arras. 34 rue des Trois Visages. 34 rue des Trois Visages. À côté du Beffroi. Voilà, 34 rue des Trois Visages, à côté du Beffroi. Je mettrai aussi le numéro. Et moi, les petits shredders, je vous dis à la prochaine.